Un méthanier se trouve actuellement entre la mer de Chine méridionale et le canal de Suez. Il transporte du gaz naturel liquéfié et ne se dirige pas vers l'Europe, mais vers l'Asie. Les capacités de stockage de gaz en Europe ne sont remplies qu'à 35%. En Allemagne et en France, ce taux avoisine les 25%. Nous épuisons nos réserves au rythme le plus rapide depuis 5 ans. Et le seul moyen de les réapprovisionner est de se lancer dans la concurrence sur le marché libre face aux acheteurs chinois, japonais et sud-coréens. Mais voici ce que les médias ne disent pas. L'Europe pensait avoir gagné la guerre énergétique en 2022. Elle a chassé la Russie. Elle a fêté ça. Et maintenant, 4 ans plus tard, nous sommes confrontés à une nouvelle réalité. Il ne s'agit plus seulement de dépendre d'un gazoduc, mais d'une flotte de navires. Et cette flotte est contrôlée par un pays auquel on ne pense probablement pas assez, le Qatar. L'extension du champ gazier de Northfield est actuellement en service, faisant passer la production qatari de 77 millions de tonnes par an à 126 millions. Mais ils sont les seuls à disposer de réserves de gaz, et ils le savent. C'est le pari du Qatar. Pour comprendre pourquoi nous en sommes là, il faut remonter à 2022. Le discours était simple et séduisant. Couper l'approvisionnement en gaz russe, affamer le régime et s'approvisionner auprès de nos alliés. Cela sonnait comme une promesse de souveraineté, comme une promesse de liberté. Mais les lois de l'énergie sont indifférentes à la politique. La Russie ne vendait pas seulement du gaz, elle vendait des volumes massifs, fiables et bon marché, acheminés par un gazoduc dont le débit était constant. Lorsque l'Europe a coupé les vivres, elle n'a pas seulement perdu un fournisseur, mais 40% de son approvisionnement total en gaz du jour au lendemain. Alors, qu'ont-ils fait? Ils se sont mobilisés. Ils ont construit des terminaux méthaniers flottants en un temps record. Ils ont commencé à acheter toutes les cargaisons disponibles. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Mais voici un point essentiel qui a été négligé dans la précipitation. Pendant que l'Europe célébrait son indépendance, l'Asie jouait une stratégie à long terme. Depuis 2021, plus de la moitié des nouveaux contrats GNL à long terme, soit environ 58 millions de tonnes, ont été signés par des acheteurs chinois, japonais et sud-coréens. Ils ont bloqué les prix pour 20 ans. L'Europe a refusé de signer le bail et se retrouve maintenant à la recherche d'une chambre dans un hôtel complet. Cet hiver, nous en constatons les conséquences. Les analystes prévoient que les stocks européens pourraient chuter sous la barre des 20% d'ici la fin mars. En Allemagne, ce seuil pourrait être franchi dès la fin du mois, en cas de vague de froid tardive. Les experts préviennent que nous pourrions chuter sous les 10%, seuil nécessaire à la simple sécurité du système. Pire encore, les Alpes ont connu des chutes de neige inférieures à la moyenne, ce qui signifie moins d'hydroélectricité pour l'Autriche et l'Italie, et donc une consommation de gaz encore plus importante. Ce n'est plus une crise, c'est la nouvelle norme. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent au Qatar, se souviennent de la Coupe du Monde, des stades somptueux, du désert, peut-être de la richesse, mais ce n'est que l'image de carte postale. Le vrai Qatar est tout autre. Elle repose sur le gisement de Northfield, le plus grand gisement de gaz naturel non associé au monde. Le Qatar le partage avec l'Iran, mais c'est lui qui a su le rentabiliser. Et en ce moment même, en février 2026, ce gisement connaît la plus grande expansion de l'histoire de l'industrie du GNL. On parle d'une capacité de production qui passera de 77 millions de tonnes par an à 126 millions d'ici la fin de l'année, puis à 142 millions d'ici 2030. Pour vous donner une idée, ce volume supplémentaire suffirait à alimenter un pays de la taille de l'Allemagne. Mais voici ce qui compte vraiment. Les entreprises impliquées dans cette expansion ne sont pas seulement Qatari. Ce sont des géants de l'énergie. Shell, Conoco, Philips, ExxonMobil, A&E, Sinec. Ainsi, lorsqu'un méthanier quitte le Qatar, les bénéfices de ce gaz ne profitent pas seulement à Doha. Ils vont à Houston, à Paris, à Londres. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Le Qatar n'est plus un simple pays. C'est une forteresse énergétique bénéficiant d'un soutien international, et ce sont les seuls à disposer de gaz excédentaire à vendre.
Pour comprendre la situation de l'Europe, il faut se pencher sur une négociation contractuelle qui a eu lieu il y a des années. Le Qatar, comme toute entreprise avisée, n'investirait pas 30 milliards dans un nouveau projet de GNL sans savoir qui achètera ce gaz pendant les 20 prochaines années. C'est une question de finances élémentaire. Ils se sont donc tournés vers l'Europe et ont dit « signez ici, bloquez le prix, garantissez le volume ». Et l'Europe a dit non. Pourquoi? Parce que Bruxelles avait un plan. Ils s'étaient engagés dans une démarche écologique. Ils avaient adopté des lois exigeant une réduction des émissions de 88% d'ici 2040. Or, la signature d'un contrat gazier de 20 ans aurait rendu cet engagement dérisoire. Ils ont donc renoncé. Ils ont déclaré qu'ils achèteraient simplement sur le marché au comptant en cas de besoin. Une solution flexible et adaptable. Pendant que l'Europe s'efforçait de préserver sa réputation climatique, l'Asie, elle, faisait ses calculs. Depuis 2021, des acheteurs chinois, japonais et sud-coréens ont signé des contrats à long terme portant sur environ 58 millions de tonnes de GNL par an. Ils ont ainsi sécurisé leur approvisionnement. Ils ont bloqué le prix. Et maintenant, en 2026, avec l'expansion de Northfield en cours, tout ce gaz est déjà réservé. L'Europe est prête à payer, mais les rayons sont vides. Ils ont refusé de signer le bail et cherchent maintenant une chambre dans un hôtel complet. Alors, revenons à février 2026. C'est là que les calculs se compliquent. Cette semaine, la Commission européenne a confirmé que le taux de remplissage des capacités de stockage de gaz dans l'UE dépassait légèrement les 35%. Mais cette moyenne masque la réalité. L'Allemagne, moteur industriel de l'Europe, affiche un taux inférieur à 30%, la France 28% et les Pays-Bas 22%. La Croatie affiche un niveau inférieur à 20%. Nos réserves s'épuisent au rythme le plus rapide depuis 5 ans et la fin de l'hiver est encore loin. Les analystes de Commons Bank préviennent désormais que les stocks de l'UE pourraient tomber sous la barre des 20% d'ici fin mars. En Allemagne, ce seuil pourrait être franchi d'ici la fin du mois. Si une vague de froid tardive survient, et cela se produit, c'est pas les experts préviennent que nous pourrions chuter sous les 10%, le niveau nécessaire pour assurer la sécurité du système. De plus, les Alpes ont connu des chutes de neige inférieures à la moyenne, ce qui signifie moins d'énergie hydroélectrique pour l'Autriche et l'Italie, et donc une consommation de gaz encore plus importante. Ce n'est plus une crise, c'est la nouvelle norme. Maintenant, changeons de perspective. Regardons Doha. Que voit-il? Il voit l'Europe se démener, tandis que leur situation est bien différente. La semaine dernière, lors de la conférence LNG 2026 à Doha, le ministre qatari de l'énergie, Saad Al-Abi, a déclaré haut et fort que son pays n'était pas inquiet. Pourquoi? Parce que, tandis que l'Europe refusait de signer des contrats, l'Asie a fait le contraire. Au cours de cette même conférence, le Qatar a signé de nouveaux accords à long terme avec le Malaisien Petronas et le Japonais JERA. Le groupe japonais Mitsui est actuellement en négociation pour prendre une participation dans le projet Northfield South, ce qui signifie qu'il ne se contentera pas d'acheter le gaz, mais qu'il deviendra propriétaire d'une partie du gisement. Quant à la Chine, elle a déjà conclu des accords de partenariat en capital d'une durée de 27 ans, conclus il y a plusieurs années. Voici donc la réalité de février 2026. Le Qatar possède désormais la plus grande flotte de méthaniers au monde et prévoit d'exploiter environ 200 navires d'ici 2035. Il peut acheminer des cargaisons partout dans le monde, intervenir sur le marché spot et attendre l'offre la plus élevée. L'Europe est prête à débourser des sommes considérables, mais les places à long terme sont déjà prises. C'est là le levier. Voilà le problème. Oubliez un instant votre facture de chauffage. Parlons plutôt de votre emploi, car c'est là que le bas blesse.
Le tissu industriel européen, les géants de la chimie en Allemagne, les aciéries en France, les fabricants d'engrais aux Pays-Bas, ne fonctionnent pas à l'énergie solaire. Ils reposent sur un approvisionnement stable et prévisible en gaz. Or, cette stabilité a disparu. Depuis 2021, la demande de gaz industriel en Europe a chuté de 21%, non pas grâce à une amélioration de l'efficacité, mais à cause des arrêts de production. Le secteur chimique européen ne fonctionne plus qu'à 80% de sa capacité totale. Des usines sont à l'arrêt. BASF, Ineos ne se développent plus en Europe. Ils se tournent vers les États-Unis et la Chine. ExxonMobil vient d'annoncer la fermeture définitive de son usine d'éthylène en Écosse. Ces emplois ne reviendront pas. Et voici un chiffre alarmant. Selon les estimations de Wood Mackenzie, les coûts énergétiques de l'industrie européenne pourraient encore baisser de 39 milliards de dollars d'ici 2032, même si la situation s'améliore. Mais cela reste hypothétique. En février 2026, le coût de production en Europe est structurellement plus élevé qu'ailleurs dans le monde. Il ne s'agit plus d'une crise énergétique, mais d'une désindustrialisation qui se déroule au ralenti et à laquelle nous assistons en direct. Il y a quelques années, une théorie laissait entendre que le marché spot mondial du GNL allait tout résoudre. L'Europe n'aurait plus besoin de contrats à long terme. Elle achèterait simplement des cargaisons au fur et à mesure de ses besoins, comme on fait ses courses chaque semaine au lieu de remplir ses placards. L'idée paraissait flexible et moderne. Mais en février 2026, nous en constatons les conséquences. Le marché spot est actuellement en pleine guerre. La courbe TTF, référence européenne du gaz, est en forte dépréciation. Un terme savant pour une signification simple. Les négociants sont tellement inquiets d'une pénurie d'approvisionnement ce mois-ci qu'ils paient des prix exorbitants pour le gaz aujourd'hui et des prix bien inférieurs pour l'année prochaine. Cela en dit long. Et ce n'est pas tout. Près de 20% du commerce mondial de GNL transite par le détroit d'Ormuz. Si ce détroit venait à être perturbé et compte tenu des tensions au Moyen-Orient, ce n'est pas une simple hypothèse. Les prix ne se contenteraient pas d'augmenter. Ils exploseraient, ils s'envoleraient. L'Europe est désormais exposée à la moindre perturbation mondiale. Une vague de froid à Tokyo, une grève dans une usine australienne, une rumeur en provenance de Tran. Tout cela se répercute instantanément sur votre facture. C'est le marché au comptant. C'est la volatilité. Et c'est la nouvelle norme. On ne peut raconter cette histoire sans parler des États-Unis. Car voici le chiffre qui change tout. En 2025, les États-Unis ont exporté 111 millions de tonnes de GNL. C'est près de 20 millions de tonnes de plus que le Qatar, faisant de l'Amérique le premier exportateur mondial. Et où est passée la majeure partie de ce GN? L'Europe. L'UE est désormais le premier marché pour le gaz américain. De fait, les deux parties viennent de conclure un accord commercial sur l'énergie de 750 milliards de dollars sur 3 ans. Sur le papier, l'Europe a donc un allié précieux pour le gaz. Mais voici le hic. Ces entreprises américaines qui exportent du GNL vers l'Europe, comme ConocoPhillips et ExxonMobil, sont aussi partenaires du Qatar pour l'expansion du gisement de Northfield. Ils détiennent des parts dans les gisements de gaz extraits à Doha. Ainsi, les mêmes entreprises qui profitent des exportations américaines profitent également des exportations qataries. L'argent afflue vers les mêmes actionnaires et cet accord de 750 milliards de dollars a un coût politique. L'administration Trump a été claire. Acheter de l'énergie américaine ou s'exposer à des droits de douane. L'Europe a troqué les gazoducs russes contre du GNL américain et des participations qataries. Elle a changé de fournisseur, mais pas de rapport de force. Vous vous souvenez de l'époque où l'on parlait de survivre à l'hiver? La mauvaise nouvelle, c'est que dans ce nouveau contexte, l'hiver semble interminable. Au 13 février, la Commission européenne a confirmé que les capacités de stockage de gaz étaient remplies à un peu plus de 35% dans l'ensemble de l'UE. En Allemagne et en France, ce taux est inférieur à 30%, tandis qu'aux Pays-Bas, il est de 22%. Depuis le début de la saison de chauffage, l'Europe a consommé 90% du gaz qu'elle avait injecté durant l'été. Et ce n'est pas seulement une question de température. Les Alpes
connaissent des chutes de neige inférieures à la moyenne, ce qui signifie moins d'hydroélectricité pour l'Autriche et l'Italie cet été, et donc une augmentation de la consommation de gaz pour compenser ce manque. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que l'Europe importera cette année un volume record de 185 milliards de mètres cubes de GNL, rien que pour reconstituer ses réserves. Mais voilà le problème. Wood Mackenzie estime que les coûts énergétiques pourraient baisser de 39 milliards de dollars d'ici 2032 si de nouvelles capacités de production étaient mises en service. Mais cela reste une grande hypothèse. En février 2026, l'Europe a troqué les oléoducs russes contre une dépendance permanente au marché au comptant. Les oléoducs ont disparu. L'effet de levier, lui, persiste. L'indépendance, c'est avoir le choix. Or, l'Europe n'a qu'une seule option, le marché flottant.